Bon, on passe en live là dans 5 secondes, mais on a un petit problème en fait de flux. Donc au pire, on enregistre la visio et c'est nous qui la rediffuserons sur Twitch à un créneau de grande audience. Donc on va faire l'enregistrement comme ça dans tous les cas. Et dans le pire des cas, on rediffusera en live un peu plus tard parce qu'on a un petit problème de souci. Donc on est parti, tu peux y aller. Juliette, la parole est à toi. Eh ben c'est parti, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler d'Union européenne et de réduction des inégalités au niveau européen. Donc, ce programme est cofinancé par l'Union européenne. Les avis exprimés n'engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Et la présente publication, donc le présent live, n'engage en aucun cas la responsabilité de la Commission européenne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Juliette, je travaille sur les sujets européens Audranche et je suis ce soir avec Antoine Dujardin, qui est cofondateur et directeur de la rédaction. Et j'ai le plaisir d'être ce soir avec Anne Bucher. Donc, Anne Bucher, vous confirmerez, et vous êtes du coup membre du think tank à Bruegel et vous êtes ancienne directrice générale de la Commission européenne. Et je suis également avec Marie Caillot, qui est donc présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse et qui est ancienne présidente des Jeunes Européens. Donc, je vais vous laisser à toutes les deux un temps pour vous présenter, pour commencer. Oui, bonjour, donc je suis Anne Bucher et comme Juliette l'a dit, j'appartiens maintenant à la think tank Bruegel, qui est une think tank en fait sur les questions européennes, basée à Bruxelles, qui travaille sur des questions économiques essentiellement. Et j'ai rejoint cette think tank en 2020 après avoir passé toute ma carrière en fait à la Commission européenne. Et le dernier poste que j'avais, c'était d'être directrice générale pour la santé et la sécurité alimentaire. Et donc moi du coup Marie Caillot, donc je suis présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Donc c'est un conseil en France pour le coup qui a été créé sous l'impulsion néanmoins de l'Union européenne et qui a vocation à faire que les jeunes participent à l'élaboration et à la construction des politiques publiques qui les intéressent et qui puissent aussi les évaluer. Et donc auparavant, j'étais effectivement présidente des Jeunes Européens France, qui est une association à vocation européenne et qui a pour objectif de promouvoir une Europe plus démocratique et plus sociale par des biais très différents, que ce soit des interventions en milieu scolaire, extrascolaire, par la presse. Et c'est tout à fait bref pour expliquer ce que sont les Jeunes Européens, mais ça vous donne un petit peu le cadre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler et d'expliquer ce que c'est. Donc, pour donner quelques éléments de contexte sur ce sujet, donc dans l'Union européenne, on a des situations économiques, vous le savez, qui sont très contrastées d'un pays à l'autre. Donc, effectivement, vous imaginez bien qu'en France et en Grèce, les jeunes Européens et les Européens tout court n'ont pas le même niveau de vie ni les mêmes chances de trouver un travail, par exemple. En 2017, le taux de pauvreté en Espagne était de presque 15% contre 7% la même année en France. Donc, on voit qu'on a de fortes disparités, même sur des pays qui sont voisins. Et la crise de la Covid a par ailleurs creusé ces inégalités. Et aujourd'hui, pour être un peu plus précis, quand on parle d'inégalité, on parle d'inégalité d'une part de résultats et d'inégalité des chances. Et cela a un impact sur la cohésion sociale parce que forcément, quand il y a plus d'inégalités, il y a plus de tensions dans une société. Et ça a également un impact sur la croissance économique parce que quand les individus ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel, ils sont simplement moins productifs. Et donc, pour répondre à ce problème, on a ce qu'on appelle les politiques de cohésion et on va y revenir plus en profondeur pendant le débat. Donc, la politique de cohésion, elle a pour objectif de lutter contre les inégalités entre les 242 régions européennes. Il s'agit notamment d'investir dans la création d'emplois. Et cette politique, elle passe notamment par des fonds structurels d'investissement. On a par exemple le FEDER ou le FSE. On reviendra dessus durant le débat. Et c'est un sujet qui est de plus en plus crucial aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, la crise sanitaire a augmenté les inégalités. On a notamment les jeunes qui ont été fortement touchés, donc non seulement sur le marché du travail, mais aussi concernant la santé mentale ou des choses comme ça. On a aussi, par exemple, la question de la fracture numérique qui se pose de plus en plus puisqu'on a de plus en plus besoin des écrans. Et donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est l'Union européenne peut-elle résorber ces inégalités ? Et donc, on va commencer tout de suite. Comment la politique de cohésion se met en place pour résorber ces inégalités entre régions. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça de manière un peu plus précise ?
je sais pas, enfin, d'un point de vue général, déjà, il faut savoir que c'est la politique redistributive la plus importante de l'Union européenne et elle représente plus ou moins 50% du budget à l'heure actuelle. Alors, il y a plusieurs fonds, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a le fonds régional, comme Juliette l'a indiqué, puis il y a le fonds social, il y a aussi le fonds de cohésion, il y a le fonds de transition. Chacun a un peu ses critères, mais en fait, essentiellement, il y a un critère économique. On regarde chaque pays qu'on divise en régions et le critère économique, c'est de dire ceux qui sont les régions qui ont un produit, enfin un revenu par tête supérieur à la moyenne européenne sont des régions développées. Et on concentre les fonds sur les régions qui sont en dessous de la moyenne européenne. Alors, si on est à 75% de la moyenne, en dessous de 75% de la moyenne européenne, on est considéré comme une région moins développée. Et entre 75 et 100%, on est considéré comme en transition. Donc, en France, grosso modo, comme région développée, on a l'Île-de-France, Rhône-Alpes, toutes les autres sont en transition et les régions ultra-périphériques, Réunion, Guadeloupe, Martinique, etc., sont des régions moins développées. Donc ça, c'est le critère économique, mais il y a aussi des critères, par exemple pour le Fonds social, c'est plus un ciblage thématique, c'est vraiment sur le chômage, les plus éloignés du marché du travail, les jeunes, les femmes, les moins qualifiés. Alors, j'ai une question de précision là-dessus. Ça veut dire que ces fonds ont vocation à résorber les inégalités dans chaque pays, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes en Île-de-France aient les mêmes moyens que ceux dans les DROM ou dans la région ultramarine de manière générale, ou est-ce que la finalité c'est de les rendre égaux dans n'importe quel pays de l'Union européenne? C'est plus de l'égalité dans n'importe quel pays de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on va uniformiser le revenu par tête des habitants dans l'Union européenne et on va uniformiser le niveau de chômage, c'est de donner qu'ils aient autant de chances sur le marché du travail. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir les mêmes salaires et puis c'est des revenus qui sont mesurés avec certains indices qui corrigent enfin on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça ne veut pas dire qu'on aura le même niveau de vie dans tous les pays. Ouais, c'est-à-dire que relativement au niveau de vie de leur pays, on essaie de les mettre au même niveau dans tous les pays, quoi. Okay. Oui. Très bien. Madame Caillot, vous peut-être ajouter un commentaire sur cette question, du coup, de l'utilisation des fonds? Oui, alors moi, ce que je trouve toujours intéressant quand même, c'est vrai qu'on a tendance à parler des fonds de cohésion de manière assez linéaire en se disant, il y a le FEDER, qu'on connaît plutôt bien, il y a le FSE, le Fonds social européen qu'on connaît un petit peu aussi pas mal, mais en fait, on a l'impression que c'est à peu près au même niveau et je trouve ça toujours intéressant de prendre un peu de recul et de se dire, bon, on parle de quel montant quand même. Pour vous donner une idée, le FEDER sur 2014-2020, c'était 8,4 milliards. Le FSE, c'était 5,5 milliards. Donc le FEDER, c'est quand même, on va dire, un petit peu la star de ces fonds de cohésion. Et l'objectif du FEDER, c'est bien, enfin, je me permets d'appuyer dessus parce qu'on en parle souvent, mais sans vraiment trop savoir à quoi ça correspond. Le Fonds européen de développement régional, qui est la star des fonds de cohésion, c'est la recherche, le développement technologique et l'innovation, la compétitivité. On est vraiment quand même sur une question d'égalité entre territoires sur l'aspect économique et de développement régional avant tout. Là où sur le FSE, on va peut-être être un peu davantage sur quand même l'individu, effectivement. Et je trouvais ça important de le rappeler. Tout à fait. Et je crois que si on veut donner des ordres de grandeur, pour plus ou moins, en fait, les fonds structurels dans leur ensemble, ils correspondent à une allocation annuelle de 100 € par habitant dans l'Union européenne. Et alors, comme ils sont ciblés sur les plus défavorisés, il y a des pays comme la Hongrie ou la Croatie où ça représente près de 400 € par habitant par an, et des pays pour lesquels c'est juste quelques dizaines, quoi. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour un peu? Est-ce qu'on a donné une bonne image globalement? Est-ce qu'il y a d'autres fonds que vous vouliez citer, pardon? Il y a effectivement donc le Fonds social européen, ça on en a parlé. Il y en a d'autres qu'on a évoqués dans la version papier du journal, notamment Erasmus+, par exemple, qu'on aurait pu évoquer. Il y a pas mal d'autres fonds ou d'autres dispositifs qui visent quand même à aider les jeunes. Est-ce qu'il y en a qui, pour vous, sont plus importants, ou alors au contraire, il y en a qui devraient être un peu délaissés parce qu'ils n'ont pas montré d'efficacité?
Moi, je voudrais peut-être parler, non pas d'Erasmus+, mais d'un fonds qui est pour le coup moins connu et pourtant qui a un impact certain sur la vie des jeunes Européens, qui est l'Initiative pour l'emploi des jeunes, alors qui était un fonds à part en fait sur l'ancienne programmation qui vient maintenant rejoindre le Fonds social européen qui est le FSE+, à présent, et qui pour le coup permet de financer notamment la garantie jeune. Alors en France, on la connaît plus sous le nom de garantie jeune, on le connaît sous le nom de contrat d'engagement jeune, mais néanmoins à la base c'est quand même vraiment une impulsion européenne et je crois que c'est pas suffisamment mis en valeur alors que pourtant c'est quand même une belle réussite à l'échelle européenne et donc ça a vocation en fait cette garantie jeune européenne à permettre de lutter contre le taux de chômage des jeunes et notamment à leur proposer une solution d'emploi ou de formation dès lors qu'ils sont ni en emploi, ni en formation, ni en stage. Et pour le coup, ils sont très nombreux à en avoir bénéficié. Ça a été créé d'abord dans un premier temps suite à la crise de 2008 et ça a été renouvelé suite à la crise Covid. On est venu réaffirmer son importance et ses ambitions. Et pour le coup, là, on est dans du concret, on est dans quelque chose que beaucoup de jeunes ont pu en profiter. Donc voilà, je me permettais de mettre un petit coup de lumière sur ce fonds peut-être un peu méconnu. Non, mais il s'avère, je fais juste une remarque à ce sujet, on a fait un débat justement sur le contrat engagement jeune, qui est effectivement un dispositif qui a évolué et qui vise effectivement des jeunes plus éloignés de l'emploi ou de la formation et qui sont du coup un public un peu plus fragile par rapport à l'emploi effectivement. Et on a déjà débattu, donc j'invite les auditeurs et les viewers à aller lire cet article sur effectivement l'efficacité ou de ce débat en tout cas sur l'efficacité du CEJ, du contrat engagement jeune, qui est le dispositif français, parce qu'effectivement c'est une déclinaison très française de ce dispositif plus général européen. Juliette, du coup. Donc ouais, effectivement, c'est un débat qu'on a déjà eu, notamment sur la qualité des emplois qui sont proposés pour les jeunes, mais bon, je ne vais pas revenir dessus, même si le débat est passionnant. Une autre question qu'on peut poser du coup par rapport aux fonds qui ont été évoqués, donc comme vous l'avez dit, c'est pour aider les régions à se développer, notamment les régions qui seraient le plus en retard. Comment ça se concrétise du coup dans les pays directement? Qu'est-ce que les pays peuvent faire de ces fonds? Quels sont les projets financés? Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets en fait pour que les auditeurs aient une idée de comment ces fonds sont utilisés de manière assez concrète? Donc au-delà par exemple du fait qu'on peut créer des emplois ou développer des contrats d'alternance, etc. Ou dans d'autres pays d'ailleurs. Déjà, je crois que c'est important de savoir que c'est des fonds qui sont utilisés pour cofinancer des politiques régionales. Hein. Donc, c'est pas, on est là pour abonder un financement national de développement. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est des fonds qui sont donnés. Chaque région a une enveloppe budgétaire tous les 7 ans et programme cette enveloppe budgétaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est pas une programmation annuelle avec des appels à projets ou des choses comme ça. Non, c'est une enveloppe où la région définit sa stratégie de développement et met en œuvre cette stratégie de développement. Alors après, il y a, comme on l'a dit, il y a du développement économique, où là, c'est des infrastructures, on finance des routes, beaucoup est lié au financement de la connectivité des régions, donc les routes, le train, les aéroports, etc. Beaucoup est lié aussi à la protection de l'environnement, des stations d'épuration, des transitions du système électrique, etc. Et puis, il y a aussi un gros soutien en fait à la recherche et aux PME dans les régions. Et avec l'idée qu'il faut mettre en partenariat les universités locales, les centres de formation, les entreprises locales, et pour qu'ils génèrent un projet d'investissement avec énormément de recherche locale et d'innovation. Et comme on l'a dit, après il y a aussi l'aspect, je dirais, social,
qui est de favoriser l'emploi dans ces régions avec des systèmes, avec des dispositifs de formation, de renforcement des services publics de l'emploi, etc. Et ces formations, cet aspect marché du travail, il représente à peu près 30% de l'enveloppe des fonds. Ah oui, c'est considérable. Est-ce que c'est homogène dans tous les pays? On a une question dans le chat notamment, c'est alors je sais pas comment il faut la comprendre, mais déjà est-ce que la Commission européenne s'assure qu'il y a une forme d'homogénéité sur les politiques qui sont déclinées dans les pays? Et est-ce que ça a montré les mêmes efficacités dans tous les pays? Globalement, est-ce qu'on a une idée un peu du bilan que ces politiques de cohésion ont donné à l'échelle européenne? Alors, en fait, la composition des fonds, par exemple, la partie sociale, elle est très différente. Si on est une région en transition, moins développée, on a beaucoup plus de fonds sociaux que si on est une région développée. Mais la stratégie, elle est vraiment définie par la région. Et là où la Commission intervient, elle intervient à deux moments, en fait, qui font d'abord dans la programmation de stratégie de 7 ans, où la région doit indiquer quelles vont être ses priorités. Et puis, ensuite, dans la mise en œuvre, parce que la région est obligée de discuter ce plan et de faire tout le monitoring du plan dans un comité qui inclut tous les partenaires régionaux et la Commission. Donc, il y a un suivi continuel. Donc ça, c'est vraiment une spécificité des fonds. Il faut voir, donc, on a la politique de structurelle, elle a changé en fait énormément avec les expériences et les retours qu'on a eu des évaluations. Donc, si vous regardez maintenant, on dit que on a demandé au niveau de l'Union européenne, ils ont demandé que les pays se concentrent sur 3 ou 4 priorités. Les PME, dans l'environnement, le social, parce que il y avait une tendance à disperser ces fonds sur trop de priorités et il n'y avait pas de visibilité et quelquefois pas de masse critique des fonds pour changer les choses sur le terrain. Donc, ça a été une première demande. On a vu aussi que certaines régions avaient tendance à trop investir dans l'infrastructure. Et donc, il y a eu quelquefois des surinvestissements. Les aéroports, c'est un exemple avec des aéroports régionaux qui étaient surdimensionnés. C'est des questions qu'on connaît aussi en France. Donc, chaque région voulait son aéroport. Donc ça, c'est des choses qu'on a corrigées maintenant. Et il y a des évaluations qui montrent que les fonds régionaux, en fait, ils génèrent des bénéfices sur le très long terme, au-delà de 15 ans, et que en moyenne, on a sur la période, sur les 7 dernières années, que le produit intérieur brut de l'Union est 0,3% plus élevé que ce qu'il aurait été sans les fonds, en fait. Et ce qu'on voit, c'est que ça, c'est un gain durable. Alors, du coup, on va laisser peut-être Madame Caillot réagir là-dessus, mais là où du coup on voit qu'il y a un bilan positif sur le PIB, donc la valeur produite dans l'Union européenne, mais l'autre sujet qu'on a beaucoup évoqué aussi ce soir, c'est l'emploi. Au-delà de l'augmentation du PIB, est-ce que ça a sorti des jeunes éloignés de l'emploi et de la formation d'une forme de précarité? Ah, alors votre micro est coupé, Madame Caillot. Pardon. Voilà, c'est bon. Cette question, elle est quand même traversée par un gros sujet qu'on a eu il y a quelque temps, le Covid. Donc c'est une crise qui est quand même venue tout à fait perturber on va dire les bénéfices de la garantie jeune notamment. Après, est-ce que ça aurait été pire sans? Très probablement, oui. Est-ce qu'il y a des bénéfices à ces fonds européens sur l'emploi des jeunes? Oui, très probablement. Mais en fait, il y a du mieux, mais est-ce qu'on peut faire encore mieux? Oui, bien sûr, parce qu'il existe des disparités encore très importantes entre jeunes des pays de l'Union européenne. Enfin, on citait quelques chiffres tout à l'heure. Entre un pays comme la Grèce ou l'Espagne, qui sont vraiment durement touchés par le chômage en 2022, on est quand même sur du 30-35% de chômage, alors qu'on a des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas qui sont en dessous de la barre des 7%. Ça veut dire qu'on n'a pas encore tout à fait réussi le défi de gommer les inégalités entre jeunes Européens sur la question du chômage. Donc il y a du mieux, mais on peut faire encore mieux, je pense.
Bah, ça, c'est un peu le cœur du sujet. Alors, avant de passer à la question cœur du sujet qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire que est-ce que la politique aujourd'hui européenne est la bonne ou en tout cas la meilleure pour réduire les inégalités entre les jeunes? Il y a juste une question du coup dans le chat de I Become Agency qui dit mais du coup est-ce qu'on peut dire qu'en Europe la hausse du PIB est subventionnée? Ça a fait ça a fait réagir la question de l'augmentation du PIB grâce aux politiques de cohésion. Alors je sais pas si Madame Bûcher vous voulez répondre à cette remarque. Hein. Non, ça a un effet multiplicateur. Les dépenses publiques, elles attirent la croissance privée, ça attire des investissements. Quand on construit, quand on donne des infrastructures à une région et qu'on améliore, par exemple, l'environnement avec des mesures d'assainissement, de réduction de la pollution, etc., ça attire de l'investissement privé qui fait qu'au total, on a une plus grosse croissance que celle qu'on aurait eue si on n'avait pas fait ces investissements-là, mais qu'on avait dépensé l'argent autrement. Donc, on ne subventionne pas. On a une orientation stratégique vers l'investissement. C'est ça que ça veut dire. Ok, c'est très clair. Hein. Juliette, est-ce que tu avais une autre question avant qu'on passe vraiment à la question un peu cœur? Je pense que toutes les questions sont un peu au cœur du sujet, mais effectivement, peut-être sur une question qui avait été évoquée dans le débat écrit, qui est d'ailleurs disponible sur notre site, c'est comment une Europe qui serait plus sociale pourrait être mise en place, en fait. Donc, je pense notamment à votre tribune, Madame Caillot, où vous parliez d'une Europe plus sociale. Concrètement, comment est-ce qu'on peut apporter plus de social à l'échelle européenne, sachant que, comme vous l'avez dit, toutes les deux, on est sur des situations qui sont très disparates d'un pays à l'autre. Et du coup, comment on rééquilibre tout ça et comment est-ce qu'on met potentiellement en place une Europe sociale? Alors ça, c'est un peu la question à 1 000 €, on va dire. Mais non, en fait, ce qui est intéressant, et là, je pense, on a pour le coup des points de convergence aussi avec Anne Bûcher, de dire il y a quand même des choses très positives qui sont faites au niveau de l'Union européenne, mais au bout d'un moment, il est temps quand même qu'on passe le stade au-dessus. La construction européenne, elle se construit au fur et à mesure, mais elle a besoin aussi de grandes étapes. Et une des grandes étapes, ce serait justement d'arriver à cette Europe sociale. Alors, l'Europe sociale, c'est un sujet très complexe, peut-être pour donner quelques lignes sur ces sujets. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle peut légiférer sur les questions sociales, mais de manière très limitée, c'est-à-dire que ce sont les États membres qui gardent les plus grandes compétences. Et aujourd'hui, au niveau des pays de l'Union européenne, on a quand même des grandes disparités qui existent entre les États membres. C'est-à-dire quand on est un jeune Français, on n'a pas les mêmes chances qu'un jeune Polonais, par exemple. Bien que, il faut quand même le dire, au niveau des pays de l'Union européenne, on garde quand même des droits sociaux qui sont quand même bien au-dessus de la moyenne mondiale, on peut quand même le dire. Mais on l'a vu, il y a des sujets sur lesquels ça reste très inégal. Le taux de chômage, notamment celui des jeunes. Pour donner un exemple concret, la question du salaire minimum. Aujourd'hui, tous les États membres ne font pas bénéficier leurs habitants d'un salaire minimum. Et puis, on a des grandes disparités qui existent d'un pays à l'autre. Par exemple, entre la France et la Bulgarie, on est sur plus de 1 000 € de différence, pour vous donner quasiment 2 000 € de différence pour vous donner une échelle. Donc, par rapport à ça, l'idée, c'est de se dire, en fait, pourquoi ne pas prendre un peu de distance et réfléchir à l'Union européenne à des droits sociaux communs qui font progresser chacun vers plus d'égalité. Est-ce que l'Union européenne n'a rien fait jusqu'à maintenant? Pas du tout. Vous avez peut-être, pour ceux qui nous écoutent, entendu parler du socle européen des droits sociaux. C'est une première étape, une bonne chose, puisqu'elle permet en fait d'avoir une vingtaine de grands principes sur lesquels on se dit, en tant que pays de l'Union européenne, on doit tendre. Il y a des sujets très variés, l'éducation, la formation, l'égalité femmes-hommes, et ce n'est pour vous donner, c'est juste un début c'est quelques exemples des grands principes qui sont proposés dans ce socle, mais ça a une valeur qui est non contraignante, et donc à partir de là, en fait, ça repose sur la bonne volonté quand même des États membres. Et on l'a vu dans les actualités, la bonne volonté, parfois, ça ne suffit pas.
Et donc, c'est en ça que l'Europe sociale est quand même souhaitable. Sur le volet, enfin, je suis désolée, je suis un peu longue, mais c'est un sujet Non, mais c'est très important, hein. intéressant. Sur le volet plus spécifique jeunesse, pourquoi, pour moi, ce serait intéressant de passer à une Europe sociale? C'est qu'aujourd'hui, on a une représentation de la jeunesse qui n'est absolument pas homogène dans l'Union européenne. Il y a certains pays de l'Union européenne qui vont considérer qu'un jeune de moins de 25 ans, eh ben, ça reste un jeune citoyen et il a le droit au droit commun. Là où dans certains pays, et c'est le cas notamment de la France, et c'est ce qui fait d'ailleurs réagir par rapport au contrat d'engagement jeune, on n'est pas considéré comme un citoyen à part entière, on ne bénéficie pas du droit commun qui serait le RSA, mais on bénéficie d'un dispositif spécifique. Et la problématique quand on parle de politique de jeunesse, c'est que on a souvent des empilements de dispositifs qui ne viennent pas répondre à une problématique globale. Quand on parle de précarité des jeunes, on parle de l'emploi, du logement, de la santé, de la culture, une diversité de thématiques qui nécessiterait d'avoir une approche transversale plutôt qu'une approche par dispositif. Et je crois que si on passe le stade de l'Europe sociale, ça veut dire qu'on est obligé de se poser la question de c'est quoi pour nous la jeunesse, c'est quoi pour nous les jeunesses, et que j'espère on y apporte une réponse à la hauteur des enjeux en faisant pousser un petit peu vers le haut le statut du jeune et en le considérant partout en Europe comme un citoyen à part entière qui a le droit aux mêmes droits sociaux, peu importe où il habite et peu importe sa situation et d'où il vient. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'autres pays et même en France. Enfin, je veux dire, on n'est pas le modèle social unique sur les questions de jeunesse. Alors, voilà. Oui, c'est très clair. Mais alors, ça m'amène une question. Donc, on l'a vu, on l'a évoqué là depuis tout à l'heure. La politique européenne est entre autres une politique d'investissement qui vise à investir dans les PME, dans les infrastructures pour créer de l'emploi, aider l'économie et donc générer de l'emploi notamment pour les jeunes. Vous pensez qu'il faudrait mieux consacrer une partie de cet argent à directement créer de nouveaux droits sociaux et notamment, vous l'avez évoqué, par exemple le RSA 18-25, le RSA jeune, qui a été évoqué à de nombreuses reprises en France, mais qui a été effectivement retoqué par le gouvernement, qui a préféré effectivement miser sur le dispositif contrat engagement jeune. Donc vous pensez qu'il faudrait plutôt dépenser une partie de cet argent non en investissement, mais en droits sociaux nouveaux? En fait, mon propos, c'est surtout de dire c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas qu'une question de subvention, c'est aussi une question de comment on construit une vision commune sur les politiques sociales. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, ça passe pas uniquement par l'incitation financière. Enfin, je veux dire, une partie du FSE, par exemple, pourrait être consacrée à ça, c'est-à-dire que plutôt que de se dire on finance la garantie jeune, on peut se dire on finance une partie du RSA pour les moins de 25 ans. Mais c'est vraiment, pour moi, pas qu'une question d'argent et c'est pas une Union européenne qui est simplement fournisseuse de subventions quand on parle d'Europe sociale. On est un petit peu quand même stade au-dessus. Si je peux me permettre de oui, bien sûr. C'est vrai que quand on a toujours ce débat pour savoir comment utiliser le financement social qu'on a dans l'Union européenne avec cette demande de pouvoir financer certaines prestations type RSA ou allocation chômage. C'est vrai qu'on ne le finance pas parce que il y a cette notion d'investissement fait que on se focalise sur la formation, l'acquisition de nouvelles qualifications comme étant plus proche de ce qui est là, une responsabilité d'investisseur que tout ce qui est dispositif social qui est défini au niveau national en fait. Et c'est vrai que ça fait une différence importante. Après, il y a ce qui est soutenu par un budget grâce au Fonds social ou à d'autres politiques, et puis il y a la législation européenne qui harmonise certaines choses. Il y a une législation sociale qui existe sur des minima sociaux en matière de congé maternité, congé parental, conditions de travail, etc., mais qui fixe des minima sociaux pour l'ensemble de l'Europe. Donc, elle a eu un rôle très, très important dans la structuration du marché du travail. Mais c'est vrai, comme disait Marie, c'est partiel. Ça ne couvre pas tous les domaines sociaux et donc, ça ne couvre pas tout, notamment ce qui est lié à la politique de prestation. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le socle européen des droits sociaux, c'est qu'on a mis en avant
un certain nombre de droits, le droit à la garde d'enfants, le droit à l'accès à la santé, le droit à avoir des jobs de qualité, et l'Union n'est pas toujours compétente pour définir les règles du point de vue pour légiférer dans ce domaine, mais petit à petit, on voit qu'elle légifère sur des domaines dans lesquels elle ne légiférait pas avant. On a une directive sur le salaire minimum qui a été adoptée récemment. On a aussi par exemple maintenant toute une discussion sur les droits des gens qui travaillent sur les plateformes Internet, que ce soit type Uber ou Deliveroo ou tous ces systèmes où ils n'ont pas un statut de salarié, pas un statut d'entrepreneur. Et donc, cette idée qu'il faudrait définir les droits de ces travailleurs des plateformes au niveau européen. Donc, il y a des avancées, mais c'est vrai qu'on part d'une très, très grande hétérogénéité de traditions sociales à l'intérieur de l'Union européenne et de très grande hétérogénéité de niveau économique qui font que on progresse petit à petit là où on trouve des accords. Mais c'est vrai que ça pourrait être plus ambitieux, on pourrait rêver mieux. Ouais, non, mais effectivement, c'est toujours simple de dire on aimerait mieux et très vite, mais effectivement, il y a d'abord se mettre d'accord à 27, et puis il y a aussi effectivement prendre en compte ce que vous avez évoqué, c'est l'hétérogénéité au sein de l'ensemble des pays de l'Union. Alors du coup, la question qui revient beaucoup, mais c'est un peu le thème de la soirée, on l'a abordé de plein de manières différentes, mais peut-être revenir sur le cœur du sujet, c'est est-ce que vous pensez que les politiques de cohésion existantes et voilà cette construction de l'Europe sociale va permettre de résorber les inégalités. On l'a dit, hein, aujourd'hui, un jeune grec a pas exactement les mêmes chances de trouver de l'emploi qu'un jeune allemand. Est-ce que c'est la bonne direction et il s'agit juste d'une question de temps ou est-ce qu'il y a quelque chose à changer et si oui, quoi? Alors, je sais pas qui veut répondre en premier, Madame Buchet, peut-être. Bon, d'une façon, c'est vrai que indépendamment de cet impact positif sur la croissance que j'ai mentionné, l'objectif de cette politique, c'est de réduire les disparités régionales, et ça a fonctionné de façon merveilleuse jusqu'à la crise financière en 2008. Et on peut penser, par exemple, si vous pensez historiquement, l'élargissement à l'Espagne et au Portugal a permis un rattrapage de ces pays grâce aux fonds structurels extrêmement rapide en une décennie. Et avec les nouveaux pays de l'Est, on a aussi une progression très, très rapide du développement dans ces pays. Donc, on a vu une réduction des inégalités régionales avec un gros rattrapage des régions de l'Est. Alors, 2 bémols à ça. Le premier bémol, c'est d'abord que quand on regarde ce rattrapage des pays de l'Est, on voit que c'est surtout autour des grandes villes et notamment des capitales, Varsovie, Budapest, Bratislava, etc., que le développement se fait et que quelquefois il y a une augmentation des inégalités régionales à l'intérieur d'un pays. Et la deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'avec la grande crise financière de 2008 et la crise de la zone euro, en fait, il y a eu un décrochage de certaines régions en Espagne et en Italie et en Grèce, et que ces régions-là, finalement, elles n'arrivent pas à... elles ont eu un gros appauvrissement qu'on n'arrive pas à compenser maintenant. Et donc, en fait, on s'aperçoit que maintenant, dans les 10 dernières années, la réduction des disparités régionales, elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ralentie, malheureusement. Donc, il faut réfléchir un peu pour le futur. Ok, très bien. Madame Caillot? Ouais, peut-être, oui, juste, en fait, l'écueil aussi dans lequel on ne doit pas tomber, je pense, c'est toujours être sur le chiffre. Le pourcentage qui diminue et qui fait plaisir à tout le monde, c'est important, mais il faut aussi s'interroger sur la qualité de l'emploi pour éviter une précarisation aussi des jeunesses qui peut être rapide à arriver si on n'y prend pas garde, qui est déjà présente dans de nombreux pays de l'Union européenne, et aussi peut-être rappeler que un jeune peut aussi être en formation.
il a aussi le droit à l'erreur et que l'objectif n'est pas de le mettre au travail à tout prix et dans n'importe quelle condition. Et ça, on est du coup dans une politique qui se veut aussi qualitative et je crois que parfois on a un peu tendance à l'oublier quand on réfléchit à une échelle aussi grande que celle de l'Union européenne, mais on a les moyens de faire bien. D'autant qu'il est peut-être un peu compliqué de juger de la qualité de l'emploi. Est-ce que c'est sur le nombre d'heures travaillées? Parce qu'effectivement, le risque, c'est de tomber dans des emplois un peu précaires en temps partiel. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens vraiment de juger de la qualité d'un emploi pour un jeune qui trouve un emploi? C'est difficile, hein. Ouais, c'est vraiment difficile. Après, alors si on prend l'exemple français, pour le coup, ça va être par exemple, est-ce qu'on est sur un CDI, est-ce qu'on est sur un emploi effectivement à temps partiel ou pas, est-ce qu'on est sur un emploi qui correspond au niveau d'études du jeune. Enfin voilà, ça va être plusieurs critères qui vont nous permettre d'avoir des indices sur la qualité de l'emploi occupé par un jeune. Ok, très bien. Moi, j'aurais aussi une petite question. Donc là, on parle plus spécifiquement de la jeunesse. Comment faire en fait pour que les jeunes aient conscience des aides qui leur sont apportées, qu'il y a des dispositifs qui existent pour eux, parce que des fois, en fait, ils savent même pas qu'il y a des aides qui leur sont destinées. Donc, comment faire en sorte que les jeunes soient mieux informés et comment on fait en fait pour qu'ils soient peut-être mieux représentés dans les institutions européennes, justement? Alors ça, c'est la question à 2 000 €. Alors, sur la première question, c'est vrai que globalement, on sait que l'Union européenne ne bénéficie pas, au contraire, est victime plutôt d'un déficit de visibilité quant aux avantages qu'elle peut apporter aux jeunes. Après, je crois qu'il y a un effort considérable qui est fait de la part de l'ensemble des acteurs du milieu jeunesse pour informer les jeunes sur, par exemple, sur les questions de mobilité. On sait qu'il y a un gros effort de communication, que ce soit de la part de la société civile, des associations, de l'ensemble des acteurs, et je crois qu'il faut continuer en ce sens. Il y a beaucoup à faire encore en termes d'information, et puis je pense que des médias aussi comme le vôtre participent à une meilleure information sur l'Union européenne, donc c'est important que ça continue, qu'on parle d'Europe un peu partout. Après, sur la question de la participation des jeunes à la construction des politiques qui les concernent, pour moi, c'est un enjeu primordial parce que c'est aussi en co-construisant avec eux qu'on fait des dispositifs plus intéressants qui correspondent davantage à leurs besoins qui correspondent aux réalités de terrain. Alors, par rapport à ça, l'Union européenne ne fait pas rien. Je dis souvent ça, elle ne fait pas rien, mais il faut faire mieux. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Il y a quand même le dialogue structuré européen qui existe. En fait, le dialogue structuré européen, ça a vocation à créer du dialogue entre les décideurs européens et entre les jeunesses qui proviennent de tous les États membres de l'Union européenne. Concrètement, en fait, c'est l'organisation de conférences, de cycles de débats qui vont donner lieu à des propositions rédigées par les jeunes qui ont vocation à inspirer nos décideurs. Alors, est-ce que ça les inspire vraiment? Bon, je pense que sur l'impact que ça peut avoir, on a encore des marges de manœuvre. Après, peut-être qu'un des sujets sur la représentation des jeunes dans l'Union européenne, c'est donc de faire mieux et puis de faire aussi au-delà des politiques de jeunesse. C'est vrai qu'on a tendance à dire les jeunes sont concernés par les politiques de jeunesse. C'est un peu comme si je vous disais les vieux sont concernés uniquement par les politiques de retraite. Mais en fait, c'est pas vrai. On est la génération qui va connaître l'impact de l'ensemble des politiques multisectorielles, et donc vis-à-vis de ça, je pense que c'est quand même intéressant d'intégrer des jeunes partout, dans tous les espaces de représentation, et pas uniquement sur les questions de jeunesse. Oui, non, moi je comprends le problème de visibilité des politiques européennes, il est un peu partout. Je veux dire, je ne sais pas combien de gens savaient que l'année 2022, c'était l'année de la jeunesse européenne. Il y en a pour qui c'est passé inaperçu, je pense. Donc, c'est vrai que le problème de visibilité, il est là. Il y a quand même quelques gros succès. Enfin, vous parliez d'Erasmus, qui est additionnel aux fonds structurels, parce que c'est pas un problème, c'est pas une enveloppe qu'on distribue par pays, c'est vraiment européen. Et ben maintenant, c'est un succès reconnu.
pour un programme qui a existé pendant 30 ans. Je crois qu'il a une certaine visibilité. Alors, c'est vrai qu'il est limité aux étudiants et justement, ça, c'est ce qu'on a cherché à corriger dans la nouvelle, pour le futur. Et maintenant, c'est un programme qui a été ouvert, en fait, à toute forme d'expérience de mobilité, que ce soit les étudiants, que ce soit les jeunes salariés, que ce soit les stagiaires, que ce soit… donc, en fait, maintenant, il a beaucoup plus de volets qui donnent la possibilité, finalement, il s'adresse à une très grande… en fait, il reprend la jeunesse dans toutes ses situations individuelles et il donne une opportunité à tout jeune dans n'importe quelle circonstance. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un des grands progrès au niveau européen. On va voir ce que ça va donner, comment les jeunes vont s'en saisir, mais on espère, je crois que de construire sur le système d'Erasmus où là il y a eu il faut qu'il y ait, il faut pas que ce soit seulement une initiative des jeunes, il faut que ce soit toutes les organisations, sociétés civiles, systèmes éducatifs, etc. et même entreprises qui s'occupent de jeunes, qui ont un traité avec des jeunes, qui saisissent aussi, qui aident à saisir les opportunités qui existent au niveau européen. Je crois que ça c'est assez important qu'il y ait ces relais, quoi. Vous avez évoqué plusieurs sujets qui me donnent envie de vous poser peut-être la question qu'on jugera à 3 000 € cette fois. On a parlé de l'intégration d'autres pays, on a parlé de l'intégration de la jeunesse. On sait que l'UE a débloqué énormément de fonds pendant le Covid pour faire face à la crise. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le Parlement européen est un peu sous les feux de l'action avec le Qatargate et autres polémiques. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la construction européenne à ce niveau-là? Où est-ce qu'on en est de l'intégration des pays et où est-ce qu'on en est finalement? Est-ce qu'on est en danger par rapport à ça? Et est-ce que le fait que les jeunes manquent encore de représentation dans l'UE, ça peut être un danger pour la construction européenne? Je sais pas, je pense pas qu'il manque de représentation dans l'Union européenne. Enfin, je pense, bon, comme l'a dit Marie, il y a maintenant un forum qui existe pour les jeunes avec un dialogue politique direct avec les Européens. Moi, je trouve qu'il y a quand même un certain nombre. On va voir. Bon, l'histoire du Qatargate, il faut espérer que c'est une parenthèse, qu'on va réussir à traiter ce problème et à ce qu'il ne soit pas trop toxique pour les prochaines échéances électorales. Mais si on pense à ce qui s'est passé aux élections en 2019, on a eu un sursaut en faveur de l'Europe après le Brexit et on a vu des demandes citoyennes très fortes émerger qui sont très proches des préoccupations des jeunes, qui sont la demande écologique, la demande pour la santé. Et donc, en fait, il y a une certaine… il y a quand même… Les jeunes voient dans l'Union européenne, disons, un niveau de décision économique qui est porteur des sujets qui les préoccupent. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Par exemple, si on regarde les enquêtes qui sont faites par la Fondation de Dublin sur les conditions de travail, ils montrent tout le temps que d'abord les jeunes ont plus confiance dans l'Europe que les personnes plus âgées, d'une part, et que en général, la population a plus confiance dans les institutions européennes que dans leurs propres institutions nationales. Donc, il y a quand même des éléments, il y a un élément fort, disons, d'adhésion à l'Europe qu'on mesure pas parce qu'il y a beaucoup de bruit aussi politique au niveau national et que l'Europe est pas bien défendue au niveau national, mais il y a un mouvement d'adhésion qui est quand même relativement solide et ça donne un peu l'espoir que tous les chantiers qui ont été ouverts au niveau européen en termes en termes de sociétal, de social, donc d'écologique ou de numérique, sont des chantiers dans lesquels on aura l'adhésion des jeunes et on aura une rencontre entre l'offre et la demande politique sur ce plan, quoi.
Marie Caillou, vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, je vais vraiment dans le sens de ce qui vient d'être dit. Je suis assez d'accord. C'est vrai que sur les sujets qui portent les jeunesses, ce sont des sujets qui ont vocation à être traités à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, aux dernières élections européennes, on avait dit les jeunes n'iront pas voter, ils seront totalement absents. Et en fait, ils ont créé la surprise. Alors, il y a toujours du mieux à faire, mais ils ont quand même créé la surprise par rapport aux prévisions sur le taux de participation des jeunes. Et on peut se dire que avec les élections européennes de 2024 qui approchent, on a aussi tout intérêt à remobiliser tous ces jeunes pour qu'ils portent aussi leur vision de l'Europe, parce que je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une adhésion plus importante des jeunes à l'Union européenne, mais on continue de débattre sur quelle Europe on veut. C'est un débat qui est sain et les jeunes ont toute leur place dans ce débat. Alors effectivement, juste une remarque sur ça parce que c'est un sujet sur lequel on nous a beaucoup questionné, nos lecteurs nous ont beaucoup questionné. Alors oui, ils ont un peu déjoué les pronostics, pour autant, il y a quand même un fait qui reste embêtant en tout cas, c'est que plus ils sont jeunes et moins ils ont voté, les électeurs et les électrices français aux dernières élections européennes, puisque ils sont seulement 27%, c'est à peine mieux qu'un sur 4 des 18-24 à avoir été votés, alors que la moyenne était je crois, à 50% à peu près chez les Français. Donc il y a quand même. Alors ça, c'est la question à 1 million d'euros et à laquelle on ne pourra pas forcément répondre ce soir. Mais il y a quand même un enjeu et nous, on s'interroge beaucoup aux Dranches pour 2024. C'est comment on peut faire en sorte que, on l'a dit tout à l'heure, que les plus jeunes mesurent l'impact des politiques européennes sur leur quotidien et comment on fait que pour leur donner envie d'aller voter, de se rendre aux urnes en 2024 et de faire beaucoup mieux que 27%. Voilà, ça c'est la question vraiment à 1 million de dollars, c'est comment on intéresse les plus jeunes à la politique européenne. Et je peux vous dire quand on rencontre les plus jeunes dans différents cadres, nous on rencontre beaucoup nos lecteurs dans les facs ou même dans les lycées, et il y a encore du chemin à parcourir pour les intéresser à la politique européenne. Ils ont déjà du mal à s'intéresser à la politique nationale. Ils ont encore plus de mal à s'intéresser à la politique européenne. Et effectivement, alors pour ceux qui n'avaient pas suivi dans le chat, le Qatargate, pour faire très vite, c'est une suspicion de corruption de la vice-présidente du Parlement européen. Et effectivement, je suis assez d'accord. J'espère que ça sera juste un épisode médiatique et qu'on trouvera des solutions à ça et qu'on n'en parlera pas et que ça n'aura pas d'impact, qu'il n'y aura pas d'autres affaires qui pourraient impacter négativement l'adhésion des jeunes au projet européen et à leur participation aux élections en 2024. Mais bon, voilà. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire. On débat souvent de la participation des jeunes aux élections et notamment aux élections européennes. Ouais, oui. Peut-être juste sur ce sujet, il est super intéressant, mais alors, je pense qu'il n'y a pas une réponse en fait à apporter. C'est la mobilisation de tous en fait qui participent à ça. Et pour le coup, ce que je trouve, je me permets de prêcher un peu pour les jeunes européens, mais je trouve qu'ils ont une action quand même assez intéressante, qui est de dire, en fait, l'éducation par les pairs et des jeunes qui parlent aux jeunes, c'est un début de réponse à cette problématique, parce que ça permet aussi d'aborder les enjeux européens sous un aspect peut-être moins techno que ce qu'on a pu porter jusqu'à maintenant. En fait, aujourd'hui, quand on veut parler Union européenne, on se sent obligé de faire le triangle institutionnel et de commencer par ça. C'est une horreur pour intéresser des jeunes à l'Union européenne. Je veux dire, ça fait peur. Alors que si on vient apporter du concret sur ce que l'Union européenne permet, ça me permet d'avoir accès à la mobilité, ce genre d'exemple tout à fait concret, je pense que déjà, on gagne beaucoup. Et puis après, en France, c'est vrai qu'on ne bénéficie pas d'une image du politique très positif chez les jeunes actuellement, et je pense qu'on en souffre un peu. Mais peut-être que remettre au cœur de ces élections les sujets et pas les politiques en eux-mêmes, ce sera peut-être intéressant pour mobiliser les jeunes. Mais bon, c'est deux micro-pistes. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un débat à part entière, en fait. Clairement, je pense que ça peut faire l'objet d'un très long débat. Ça, c'est clair. Alors peut-être une dernière question, parce que cette émission va se clore. On a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un sujet, un point important qu'on n'aurait pas évoqué et qui vous semble important d'aborder pour nos viewers? Ou est-ce qu'on a vraiment fait le tour de la question?
Non, moi, je dirais, enfin, pour continuer sur cette ligne sur l'intérêt qu'on peut porter aux questions européennes, il y a beaucoup de questions européennes qui sont obscures parce que c'est de la régulation économique. Hein. Si vous parlez d'union douanière, c'est pas des choses qui parlent aux gens, mais il faut vraiment expliquer, il faut amener des gens qui expliquent que sans l'Union européenne, plus ou moins, rien n'aurait été fait en matière de changement climatique dans les 30 dernières années. C'est vraiment l'Union européenne qui a porté ça, qui a pris des engagements collectivement, et aucun pays n'aurait eu le courage de prendre ces engagements s'il ne l'avait pas fait collectivement à 27. Donc, c'est vraiment, il faut parler de cette réalisation-là parce qu'elle est au cœur des préoccupations des jeunes, et ils peuvent tout à fait juger en fait si les décisions politiques ont été bonnes ou non, quoi. Et l'autre aspect, c'est aussi sur le numérique. C'est aussi ce qui conditionne l'avenir des jeunes, et c'est un domaine dans lequel toute la régulation est faite par l'Union européenne, que ce soit la protection de la vie privée, que ce soit la protection pour le contenu en ligne, contre le racisme, contre la haine, c'est quand même des choses qui sont des valeurs qui sont portées par l'Union européenne, et donc en fait c'est important que qu'on informe sur la dimension européenne de ces sujets parce que elle est rendue invisible par le débat national en fait, alors que c'est vraiment là où les décisions ont été prises. Juliette, je te laisse. J'allais dire, Marie Caillot également, si vous voulez ajouter un mot de la fin avant que je fasse la conclusion. Juste un petit mot pour dire que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la jeunesse européenne pendant l'ensemble de ce débat, et peut-être rappeler qu'effectivement il y a des inégalités entre États membres, mais qu'il y a aussi des jeunesses qui existent, qu'entre un jeune qui vit en métropole et un jeune qui vit en milieu rural, on a une différence également entre un jeune qui a fait des études supérieures ou non, et donc c'est important aussi de penser les jeunesses dans leur diversité, que ce soit à l'échelle européenne, mais aussi au regard de leur situation. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Je vais pouvoir conclure. Antoine ? Non, très bien. Je trouve que c'est une bonne conclusion, effectivement. On a peut-être parfois pas assez élargi sur la question de l'inégalité. Mais c'est vrai que c'est dur d'aborder toutes les inégalités. Il y en avait d'autres qu'on aurait pu évoquer ce soir, mais pour lesquels on fera d'autres articles. Oui, et d'ailleurs, on a beaucoup d'autres débats sur les politiques de cohésion, sur l'emploi des jeunes, comme on l'a dit. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos débats en ligne. N'hésitez pas à vous abonner aux Dranches pour recevoir la version papier chez vous. Et n'hésitez pas à suivre tout ce qu'on fait. Et on sera bientôt à nouveau en live sur Twitch. Donc, abonnez-vous et à bientôt. Et merci d'avoir regardé ce live. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, merci. Merci.